bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur l'info kwezi.fr, mais également sur le live Facebook de KTV. Notre invitée ce matin n'est autre que Sophie Huvet. Sophie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Confinement, évidemment, on en parle, le coronavirus est dans l'actualité partout. On a pu lire que certains festivals, beaucoup de festivals sont annulés en métropole. Là, on parle d'événementiel. Est-ce que à Mayotte, la culture, d'une manière générale, est touchée à cause de ce confinement et de la crise du coronavirus ? Oui, bien sûr, elle est touchée comme partout ailleurs et surtout comme tout secteur économique parce qu'on ne le dit pas assez et on n'est pas assez reconnu pour ça. Nous sommes un secteur économique. Ouais. Et c'est ce que le collectif Les Arts Confondus, auquel Hip Hop Evolution fait partie et travaille sur cette reconnaissance à Mayotte. Et donc oui, bien sûr, le secteur est touché et bien touché. Par exemple, parce qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir énormément de concerts à Mayotte. Alors il y a des petits concerts dans des bars, il y a dans les voulées, mais des festivals, il n'y en a pas non plus habituellement, hors coronavirus, il n'y en a pas non plus tous les 4 matins. Oui, parce qu'en fait, en pensant uniquement que la culture, c'est l'événementiel ou en tout cas la musique, la culture, c'est l'art plastique, c'est le théâtre, c'est effectivement la musique, c'est la danse, mais c'est aussi l'industrie audiovisuelle, par exemple KTV. Ouais. Donc voilà, c'est toutes ces activités qui sont touchées et surtout qui ne sont pas... l'événementiel, en fait, est une diffusion, c'est-à-dire que c'est une finalité d'un process souvent de création et d'une démarche artistique. Mais la grosse majorité de l'activité et principalement à Mayotte, parce que justement on est un secteur en construction, eh bien elle passe majoritairement par les actions de ce qu'on appelle de l'éducation artistique, donc principalement auprès de la jeunesse, mais pas seulement, ça peut aussi toucher les adultes, c'est-à-dire que ça peut prendre forme des ateliers, des stages, des activités, comme on peut pratiquer le sport en fait toutes les semaines, on peut avoir des activités, l'école de musique, au niveau à Mayotte en fait, justement pour que les structures culturelles puissent vivre, il y a beaucoup de liens avec l'éducation nationale. Donc les établissements scolaires qui sont fermés, ça veut dire que les interventions des artistes en établissement scolaire ne fonctionnent plus. Comment ça se passe pour eux alors ? C'est un déficit économique d'abord et est-ce que les aides qui sont proposées aujourd'hui par le gouvernement, le monde artistique, le monde de la culture d'une manière générale, est éligible à ça ? Bah non, en fait, alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on était en train de mener un autre combat avant que le Covid-19 arrive, qui était justement cette structuration du secteur de la culture et surtout sa reconnaissance. Ouais. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on ne peut pas accéder aux aides, en fait, ou en tout cas à une majorité des aides qui sont définies aussi bien au niveau national qu'au niveau local, c'est justement parce que on n'a pas en fait ce cadre professionnel et ce statut professionnel en fait au niveau de la culture, au niveau des artistes, au niveau des techniciens du spectacle. Et du coup, en fait, c'est un secteur qui est très fragile puisque souvent il fonctionne uniquement avec du CDD, c'est-à-dire au cas par cas, au coup par coup. Donc, vous imaginez bien que les événements ou les activités qui ne sont pas réalisées en avril ou en mai, c'est même pas si on fonctionnait dans les indicateurs tels qu'on voulait bien nous les donner, eh ben ils n'existeraient même pas. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on a fait, en tout cas au niveau du collectif, c'est qu'on a quand même fait une enquête auprès en fait des structures culturelles pour justement voir l'impact. Et on se rend compte qu'effectivement, en tout cas sur les 21 structures qui ont bien voulu répondre au questionnaire, parce qu'il y en a beaucoup plus, sur les 75 emplois, il y en a effectivement à peu près 49 de permanents. Ça ne veut pas dire de temps plein, mais ça veut dire qu'il y a des postes permanents. Et tout le reste, c'est des CDD qui n'apparaîtront jamais nulle part parce qu'ils ne seront jamais créés en fait. Donc là, c'est une vraie perte. En tout cas de salaire et d'économie par rapport à ces personnes-là. On parle des professionnels, de ceux qui vivent de ça, mais les autres, ceux qui sont en face. Je pense notamment à ces gamins, et pas que, vous l'avez dit, les adultes peuvent aussi participer à des ateliers en tant qu'élèves. C'est ça. Il y a des gens qui ont besoin de la culture et on est très nombreux dans ce cas-là, qui ont besoin de la culture au quotidien, ne serait-ce que d'écouter un peu de musique de temps en temps ou en pratiquer pour les autres. Ce confinement génère forcément un manque pour tous ces gens-là. Comment on arrive à le gérer ?
Comment on peut le compenser? Alors là, c'est les structures culturelles aussi qui font preuve d'une grande créativité, mais ça, j'ai envie de dire, on le fait tellement depuis tout le temps parce que justement aussi par le fait qu'on ne soit pas reconnu, on a toujours fait preuve de créativité pour exister et pour pouvoir agir. Donc bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se font par le numérique, par les réseaux sociaux, et on le voit bien. On dit que la culture est touchée, mais on n'a jamais peut-être autant écouté de musique, autant regardé de films, autant fait de la danse à distance avec des tutos qu'on voit sur Internet, etc. Ou sur KTV. Voilà, exactement, sur KTV également. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de rémunération et il n'y a pas d'économie qui vont être autour de ça. Donc bien sûr qu'on est content que ça continue à se transmettre parce que c'est aussi ça l'enjeu. Puisqu'il faut savoir qu'à Mayotte, entre le 17 mars et le 31 mai, c'est plus de 3000 heures d'actions d'éducation artistique qui n'auront pas lieu. Uniquement sur les 21 structures. Voilà. Ces 3000 heures, ça représente combien? En fait, on est, en gros, sur la totalité, on est à peu près sur 300 000 euros. Alors pas uniquement sur l'éducation artistique, mais aussi sur des cours plus quotidiens, des résidences d'artistes, etc. hors événementiel. Ensuite, il y a 90 000 euros après sur de l'événementiel en plus qui aurait dû rejaillir dans l'économie mahoraise, qui ne pourra pas avoir lieu uniquement sur cette période-là. Et nous, on a appris avec Monsieur Macron que ça allait au-delà même du 11 mai, voire même plus loin, puisqu'on parle même de mi-juillet, voire même peut-être plus, en tout cas pour les événements. Il faut savoir que même si on ne voit pas visuellement des gros festivals comme en métropole, c'est quand même quasiment plus de 76 spectacles qui sont annulés à Mayotte. À Mayotte, si on en croit vos chiffres, ça fait 390 000 euros, quasiment 400 000 euros sur un mois. Enfin, cette période, en tout cas. Oui, sur un mois et demi, ouais. C'est énorme, ça paraît énorme. Oui, parce qu'on montre que c'est une économie. C'est clair. Donc après, on a. C'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être l'occasion de démontrer que c'est une véritable économie. En tout cas, c'est ce qu'on a envie. On a envie d'utiliser justement ce côté un peu compliqué pour justement en faire une force. Et par contre, ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'on est quand même accompagné par nos partenaires financiers, comme par exemple la DAC ou même le vice-rectorat, enfin le rectorat, pardon, parce que je parlais des différents ateliers. Donc eux se sont déjà engagés avec l'université également, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ateliers à l'université avec le pôle culture, de maintenir pour le moment les financements, que les ateliers aient lieu ou pas. Alors, bien sûr, ils sollicitent et ils nous demandent de faire le maximum pour que ça puisse être reporté. Mais si ça ne pouvait pas l'être, ils se sont engagés à maintenir les financements. Mais il faut savoir que ça correspond à peu près entre 50 et 60% des financements du coup de ces 21 structures qui ont répondu aux enquêtes. Ça veut dire qu'il y a quand même 40% minimum de pertes en fait de ces différentes structures qui provient en général de l'activité privée. Camar, une question pour Sophie Huvet. Non, j'aimerais revenir un peu sur les aides. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas ce statut d'intermittent du spectacle, mais dans le collectif des arts confondus. Aujourd'hui, imaginons un jeune qui a une petite boîte de production audiovisuelle qui fait notamment des spots télé ou radio. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le collectif, lui, il ne peut pas bénéficier des 1 000 euros, des 1 500, de 2 000 du conseil départemental. Est-ce qu'il n'est pas considéré comme étant aussi indépendant ? Alors, après, chaque cas est particulier. L'enjeu du collectif, c'est de montrer en fait le poids et les difficultés d'une majorité au sein d'un collectif. Bien sûr, une société privée, parce qu'en fait, dans les structures culturelles, vous avez plusieurs statuts. Vous avez des entreprises, ce qu'on peut appeler entreprises, c'est-à-dire des SARL. Vous avez aussi des auto-entrepreneurs ou en tout cas des indépendants. Mais vous avez aussi des associations et vous avez aussi des établissements publics. En fait, c'est toute la diversité en fait qui est complexe. Maintenant, ce qui rassemble normalement ces différents statuts, c'est un cadre juridique social qui permet, notamment, on parle du régime d'intermittence, mais pas seulement, qui permet aussi, avec des organismes sociaux, avec des partenaires, de pouvoir justement constituer ce cadre professionnel. Aujourd'hui, la société dont vous faites état, elle est dans le droit commun. Elle n'a pas le choix de toute façon. Après, ça ne veut pas dire qu'elle est obligée en métropole d'être dans un autre statut, mais au moins elle a le choix.
D'accord. Elle a le choix par rapport à son activité, par rapport à la manière dont elle a envie de fonctionner. En métropole, par exemple, les organismes sociaux comme Audience, etc., qui sont en fait la sécurité sociale des artistes, elles octroient des aides aujourd'hui. Nous, étant donné qu'on ne peut pas y accéder, eh bien, on ne bénéficie pas de ces aides. Et je ne parle pas aussi des artistes avec le régime d'intermittence où, pour le moment, leur statut est maintenu et décalé. Or, ici, s'ils font pas leurs heures, ils n'auront pas leur argent. Voilà, tout simplement. Évidemment. Des questions qui arrivent, ça intéresse ce sujet, Sophie. Quelqu'un qui est enseignant et qui enseigne, qui donne des cours de guitare, par exemple, autre chose, hein, il peut très bien le faire, avec 2 ou 3 élèves, si les distances sont respectées, si la salle est désinfectée, il y a quand même des choses qui peuvent se faire. Seulement, voilà, il y a le confinement qui interdit le déplacement. Oui, mais en fait, on le fait. Nous, on dit pas qu'on le fait pas. On dit juste que c'est détérioré parce que avoir une relation, enfin, nous, c'est notre état d'esprit, c'est qu'avoir une relation au travers d'un écran, parce qu'en fait, par exemple, l'exemple de l'école de musique, ils essayent de maintenir quasiment à moitié leur activité, en tout cas même plus, parce que les profs ont fait preuve de créativité en inventant des process, en donnant rendez-vous sur Skype à leurs élèves pour continuer. Ils ont livré des instruments pour ceux qui n'en auraient pas, pour qu'il y ait une équité aussi, parce qu'il y a des gens qui ont les capacités d'acheter leur instrument, d'autres pas. Donc, en fait, c'est avec les gestes d'hygiène et le nettoyage, etc. Mais donc, on le fait nous-mêmes, Hip Hop Evolution, on met en place, on a mis un challenge en place, d'Agony Challenge, pour continuer à stimuler la créativité des jeunes et faire des pauses, parce qu'on a vu avec eux, au travers de la Hip Hop Academy, les 80 jeunes qu'on accompagne sur ce dispositif pour qu'ils puissent travailler effectivement l'école, c'est-à-dire leur cours, mais qu'en même temps, ils aient des pauses pour pratiquer leur passion, parce que c'était ce qui rythmait leur journée. Donc, il faut bien à un moment donné qu'ils déconnectent aussi, qui pratiquent en fait leur discipline artistique. Je parlais de la danse, mais on peut parler aussi de la musique, etc. Est-ce que le monde de la culture est déjà prêt, à Mayotte, hein, je parle, pour repartir? L'après Covid-19, le déconfinement, quand il va falloir repartir, effectivement, peut-être pas en mai, peut-être en juillet ou en août ou en septembre. Est-ce qu'il y a déjà, dans le monde de la culture, une stratégie pour... je vais utiliser le mot, pour se refaire un peu la cerise, pour essayer de rattraper ce qui est encore rattrapable? C'est difficile. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué parce que ce qui est sûr, c'est que on est plein de ressources, donc on est quand même en freestyle souvent, enfin en tout cas nous Hip Hop Evolution, donc je pense que dès qu'on pourra se déconfiner, l'activité en tout cas avec les jeunes reprendra assez facilement. Ce qui sera plus compliqué, c'est effectivement tout ce qui est prévu, les organisations. Alors là, peut-être plus justement l'événementiel, parce qu'il y a quand même plusieurs festivals qui vont être annulés là, donc et qui entre autres ont souvent des partenaires privés, et les partenaires privés sont en train de se désengager parce que forcément eux-mêmes subissent la crise. Donc c'est tout ça en fait. Donc nous en fait on souhaite avoir un fonds d'urgence en fait qui puisse justement venir aider en fait ces structures. Il faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de bénévolat et beaucoup de bricolage, mais justement le collectif est là pour avancer sur cette structuration, et on était en pleine démarche. On était en train vraiment d'avancer dans ça avec des associations de jeunes qui sont en train de se structurer. Et là en fait au début ils y croyaient pas. Ils ont commencé à se structurer, et voilà que arrive la crise. Donc là, du coup, ils se disent, finalement, on va rester en informel, on va continuer à se donner des billets à droite, à gauche, puis finalement, on va arrêter. Donc c'est ça, en fait, aussi la difficulté. Des messages, Sophie. Il y a des gens qui nous disent, Sophie, préparez-nous un concert gigantesque après le confinement. Est-ce que ça peut s'imaginer qu'on fasse tous la fête après, quand tout ça sera terminé, un concert géant, mais peut-être pas qu'un concert, avec de la danse, du spectacle, une scène pendant toute une journée et toute une nuit s'il le faut. Est-ce que ça peut s'imaginer? Même si on ne connaît pas la date encore aujourd'hui. Oui, mais tout peut s'imaginer. Tout peut s'imaginer, parce qu'il y a la force de la culture, des artistes qui depuis des années s'investissent à moindre argent, à moindre intérêt, juste pour le plaisir du partage, de la transmission et du plaisir. Donc bien sûr que ça pourrait s'imaginer. Simplement, effectivement, ça se prépare, encore une fois, parce que moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on peut pas claquer des doigts et dire en une semaine, on monte une grande scène, on fait, parce que les artistes, ça répète. Le travail ensemble, c'est un
travail. Il faut arrêter d'imaginer, et c'est pour ça que des fois je suis assez agacée en fait des gens qui nous appellent et qui nous disent est-ce que pour la semaine prochaine vous pouvez nous faire un spectacle? On n'est pas des machines et les artistes ne sont pas des machines. Comme tout le monde, on a besoin de temps. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui sont déjà prêtes, mais ensuite on les adapte en fonction de la scène, en fonction du public, en fonction de l'objectif. Bien sûr. Kamar, une dernière question pour Sophie. Non, mais je voulais dire, après la crise, est-ce qu'on peut s'imaginer le monde de la culture, en tout cas local, mahoraise, brûler des étapes, c'est-à-dire au lieu de toquer des portes localement, notamment que ce soit au niveau de la préfecture ou du CD ou des mairies, d'aller directement au ministère de la Culture, quelque part, j'ai envie de mettre le mot. Mais il existe à Mayotte, c'est la DAC en fait. Oui, mais je vais dire d'aller taper encore un peu plus haut et plus fort, dire voilà, nous on avait commencé déjà un travail qui finalement s'est écroulé. Là, on a besoin de plus d'aide, avec 400 000 euros, peut-être 800 000 euros pour pouvoir relancer la machine. Oui, mais ça, c'est pas la crise qui va nous le faire plus qu'avant. C'est-à-dire qu'on le faisait déjà, on était déjà reçus, c'est-à-dire que grâce au collectif, et là, c'est pas moi, Sophie, c'est vraiment l'ensemble des structures qui s'investissent, on est aujourd'hui beaucoup plus reçus et écoutés, que ce soit par le ministère de la Culture, que ce soit par le ministère des Outre-mer, mais que ce soit aussi par les élus qui commencent à ouvrir un petit peu leurs oreilles et à essayer de nous comprendre. Mais parce qu'en fait, voilà, il faut qu'on montre, si on veut être un secteur économique, il faut qu'on montre qu'on est plusieurs acteurs dans ce champ-là et qu'on n'est pas productif. Oui, productif, mais la productivité et aussi, alors je tiens aussi à le souligner, c'est que nous, on se défend d'être dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que réellement, c'est ce champ-là dans lequel on veut être perçu, on veut être reconnu. D'ailleurs, on travaille avec la CRES sur ce domaine-là pour aussi essayer de savoir quel statut pourra prendre le collectif, parce qu'aujourd'hui, c'est un collectif informel en termes de statut juridique, mais qui a le poids de toutes ces structures. Et j'ai envie de dire, là, on a 21 structures qui ont répondu, mais potentiellement, quand on avait fait les rencontres professionnelles, c'était plus de 70 structures qui étaient venues sur les rencontres. Donc, on voit bien qu'on est sur des chiffres planchers de ce qu'on est en train d'annoncer au niveau de l'enquête. Et puis surtout, là, il n'y a pas le livret la lecture non plus dedans. C'est-à-dire que là, il y a tout un travail aussi d'études qui est en train d'être fait par la RLL, en fait, avec la partie des bibliothèques, mais aussi la partie des librairies. C'est-à-dire la perte sèche aujourd'hui de ces structures. Et puis je parlais de l'industrie audiovisuelle. Je veux dire, là aussi, il faut qu'on puisse faire un retour sur les réalités économiques des télés privées comme Coezy, mais associatives aussi, les radios, etc. Parce que toute la perte qu'il y a au niveau de la publicité qui ne permettra pas de produire, peut-être, de faire de la production locale telle que voilà, c'est souhaité dans ces industries. Et on parlait des petites productions audiovisuelles. Dans le collectif, il y en a quelques-unes. Je veux dire, ils sont totalement démunis aujourd'hui, totalement démunis. Merci beaucoup Sophie d'être venue, nous avoir expliqué un petit peu les conséquences du Covid-19 sur la culture. On ne s'attendait pas à ce genre de chiffres, 400 000 euros ou quasiment 400 000 euros sur un mois et demi, ça paraît énorme, mais c'est bien la réalité. Une autre réalité, c'est, sans faire de lien avec l'interview précédente, c'est bien la preuve qu'on peut prendre du plaisir avec la culture en vous recevant sur ce plateau, Sophie. Merci beaucoup d'être venue, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.